Point commun, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois de 19h à 20h. Coproduite par Point commun, nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale RGB 99.2. Et aussi sur radio-rgb.net. Émission animée par José Guérin, rediffusion le samedi suivant de 9h à 10h. Bonjour, très heureux de vous retrouver en ce mercredi 16 mars 2022 à un horaire habituel mais un jour inhabituel puisque cette émission est habituellement programmée le deuxième mercredi de chaque mois et si vous avez compris, le 16 mars, nous sommes le troisième mercredi. On en dira quelques mots à la fin de cette émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir comme invité Naïssaïm Jalal, compositrice et musicienne en résidence pour Rituel de guérison, à découvrir à l'affiche de Point commun les samedis 26 et dimanche 27 mars. Jérôme Bell, concepteur de danse pour une actrice, Valérie Dréville, avec pour date de présentation sur scène le jeudi 31 mars et vendredi 1er avril. Interview en studio pour la 4e édition du festival Art et Humanité qui aura lieu à Point commun sur Cergy-Pontoise du 17 au 27 mars prochain. C'est dans quelques jours. Feryeh El-Bakouri, directrice de Point commun, nouvelle scène nationale, est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Elisabeth Auclair, maîtresse de conférence HDR, géographie aménagement à CY, Cergy Paris Université, HDR pour habilitation à diriger des recherches. Enfin, Maude Lucas, chargée des relations avec les publics à Point commun. Bonjour à toutes. Bonjour. Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Le temps fort, art et humanité. Art et Humanité, eh bien, Feryeh El-Bakouri va nous présenter ce festival Art et Humanité qui va se dérouler dès cette semaine et cela jusqu'au 27 mars prochain. 4e édition, mais seulement la seconde fois qu'on peut entièrement se découvrir la programmation complète au public. C'est bien ça, Feryeh? Bonjour. Bonjour, tout à fait José, j'allais vous le dire, 2e édition, en tout cas Art et Humanité, c'était un axe du projet et un festival mené avec l'université depuis le début et c'est peut-être le festival le plus compliqué à faire exister et que la pandémie a mis le plus à mal puisque les relations internationales sont quand même très compliquées. Donc, juste un petit rappel, ce qui m'a inspiré ce festival, c'est l'existence de ces 150 nationalités, Cergy-Pontoise, 150 langues presque, cette existence de l'université, de ce pôle de chercheurs, cette rencontre avec Elisabeth Auclair et Anne Herzog, dont j'ai tant de fois parlé, et ce besoin, alors je le dis autrement maintenant, de prendre connaissance, de créer des relations avec des gens qui nous amènent des récits d'ailleurs, dont on a tant besoin en fait pour se déplacer, pour revoir notre point de vue. Et les artistes amènent, j'ai envie de dire, avec leur langage artistique, des propositions, des spectacles, des propos. Et l'université crée des duos de chercheurs, Elisabeth en parlera, chercheurs-artistes, qui sont des duos inédits, ouverts à tous les publics. Là, pour cette édition, ce que j'ai envie de dire, c'est que, je vais finir par le dévoiler, je ne l'ai pas dit au début, j'ai choisi 8 personnes qui, par leur art, décident de parler de leur situation politique, géopolitique. Alors, il se trouve que c'est des femmes. Est-ce un hasard ou pas, je laisse juge, mais que la force, en tout cas, avec laquelle elles souhaitaient, en tout cas, raconter leur situation, leur point de vue d'Iran, du Sri Lanka, de la Norvège, m'a complètement envoûtée. Et c'est ce qui a créé cette 2e édition inédite, puisqu'en effet, il n'y en a eu en réalité qu'une. Voilà. 4e édition, donc, dans la chronologie d'Art et Humanité, avec une programmation, ce que l'on peut qualifier d'audacieuse, autour de problématiques qui traversent notre temps, à savoir les questions d'identité et d'altérité, lutte contre les stéréotypes et les formes de résistance qui émergent dans nos sociétés fragilisées. Dimension internationale à ce même festival Art et Humanité, vous avez cité l'Iran, le Sri Lanka, mais on peut ajouter à cela le Cameroun, le Portugal, les Pays-Bas, la Grèce, la Syrie et l'Angola. 6 spectacles, 2 concerts. On verra tout cela tout à l'heure avec Maude dans le déroulé de cette émission. Toutes les propositions qui nous sont faites à cette occasion. Festival qui cependant est dédié à la guerre en Ukraine. Quand on parle d'art et humanité, difficile de rester insensible à ce qui se passe à la limite de nos frontières de l'Europe, puisque c'est même en Europe si on veut être juste. Oui,
Alors, dédié cette fois-ci, parce qu'en fait, il se trouve que le démarrage de la guerre, de cette horrible guerre, a coïncidé avec ce festival Art et Humanité, et qui me semblait compliqué dans un festival qui donne des nouvelles du monde de ne pas faire un clin d'œil. Après, ce que je souhaite, puisque les acteurs culturels sont depuis quelques années souvent pris à partie dans ces conflits internationaux, c'est que je crains que cette guerre en Ukraine dure longtemps, et je souhaite que ce qui se profile autour de l'Ukraine dure aussi longtemps que ce conflit durera, et qu'on s'intéresse de la même façon à tous les conflits, ce qui m'a pas toujours semblé être le cas. Voilà, je veux rester sobre sur cette question. Vous avez ma réponse, cher José. L'occasion peut-être de réveiller un peu plus les consciences pour les fois prochaines ? Oui, sur les questions de populations qui vivent des drames, qui sont liés à des questions politiques, et sur lesquelles est-on en solidarité ou pas, et c'est quoi la solidarité ? 4e édition d'Art et Humanité, donc à Cergy-Pontoise, du 17 au 27 mars, à Point Commun, nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise, avec des partenaires d'exception, en tout cas, il faut le dire ainsi, à savoir l'université, CY Cergy Paris Université, et je disais aussi également l'École nationale supérieure d'art Cergy Paris. C'est important de travailler avec des partenaires de cette importance sur le même territoire. Vous avez en partage effectivement ce territoire, mais bien plus que cela. C'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que pour moi, l'université, elle co-construit la programmation avec nous. Je ne dirais pas que les séminaires sont aussi importants que les spectacles, puisqu'en fait, ils parlent d'eux. Mais je pense que c'est une partie intégrante dans laquelle je donne carte blanche depuis 4 ans à Elisabeth et à Anne, pour, à partir de ce qui se raconte des œuvres, en fait, construire des séminaires d'une grande qualité. Important de dire quand même que France Culture est devenue partenaire de Art et Humanité pour les spectacles et la programmation, mais aussi pour l'originalité des séminaires. Donc oui, l'université est là avec nous depuis le début, et la rencontre s'est faite immédiatement. L'école d'art est arrivée plus récemment. C'est néanmoins un partenariat très fort. Il m'a été inspiré par l'arrivée de la directrice Corinne Disseren. Et ensemble, puisqu'en fait, nous, dans cette crise aussi du Covid, on s'est dit comment aider les jeunes artistes. Les jeunes artistes, ils sont juste à côté de nous à l'école d'art. Ils viennent aussi des 4 coins du monde. Et donc, du coup, on a décidé de leur commander une petite production. Je dis petite parce que c'est pas les moyens financiers d'une production de Jérôme Bel ou de Naïsam, c'est normal, que la scène nationale cofinance à partir de la programmation Art et Humanité et accompagnée par notre artiste en résidence, Volmir Cordero. Et ça, vous pourrez le découvrir de demain puisqu'il y a vernissage de cette exposition. Partenariat donc avec ces 2 partenaires d'exception, comme je disais il y a un instant, qui permet à la fois de sensibiliser, de valoriser, de soutenir, voire de professionnaliser les jeunes générations qui correspondent finalement aussi au cœur même de l'action au quotidien de la scène nationale, ce cheval de bataille du projet de Point Commun. Oui, alors du projet de Point Commun et du projet des lieux labellisés, c'est-à-dire qu'on a le devoir de programmer les artistes reconnus qui sont des repères, comme Jérôme Bel dont vous venez de parler, comme Naïsam à sa façon, et puis on a le devoir en faire d'aider ceux qui démarrent, c'est quand même très compliqué de démarrer aujourd'hui, à être vus. Donc avec une école d'art qui est très connue au niveau national et international, et il me semblait important que la scène nationale contribue d'une certaine façon à leur professionnalisation. Juste dire, parce qu'on parle beaucoup du territoire, que quand je voyage à l'étranger, ce n'est pas arrivé depuis 2-3 ans à cause du Covid, je rencontre des artistes qui me disent « Je connais Cergy parce que j'ai fait l'école d'art de Cergy ». Pardon, j'adore les secs, mais plus que les secs. Donc du coup, j'en entends parler loin. Donc voilà, ravie de cette seconde collaboration plus visible, puisque la première était quand même encore dans la pandémie la saison dernière. On évoquait la dimension internationale, bien réelle, puisque ce festival Art et Humanité, les artistes ne sont jamais venus, ou voire très rarement, sur les scènes françaises et européennes. On parlait de l'Iran, du Sri Lanka, Cameroun, Portugal, Pays-Bas, Grèce, Syrie et Angola. C'est aussi, on va dire, une identité propre d'Art et Humanité, de s'appuyer justement sur de véritables découvertes, pour ne pas dire de véritables révélations à partager et à faire voyager aussi dans l'espace. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, bizarrement, il y a des phénomènes de mode, c'est compliqué d'expliquer c'est quoi le métier de programmateur. Il y a des artistes français, étrangers, qui sont très diffusés en France, et puis il y en a d'autres, ils vont pas être dans le bon pays, ils vont pas avoir le bon réseau, et il se trouve que dans mon passé
à Montreuil, j'ai eu l'occasion de développer ma connaissance en fait des réseaux internationaux et que j'ai vu qu'il y avait des zones géographiques où il se passait des choses intéressantes et qu'ils étaient parfois diffusés dans des projets européens, dans des festivals européens et peu en France, parce que je pense qu'en France, la tradition du texte, de la littérature, c'est un défaut en fait de nos qualités, fait que ces formes qui sont d'ailleurs plus performatives que de texte, on en a moins la culture. Et donc du coup, moi, ça m'a semblé intéressant avec l'université et l'école d'art de mettre un accent dessus, étant donné la multiplicité des nationalités présentes sur le territoire. Avant de voir en détail cette programmation avec Maud Lucas, peut-être une précision. L'un des spectacles qui était bien choisi et programmé a été annulé pour des raisons médicales. Le spectacle Rupture, un mot à ce propos ? Je peux pas donner les conditions, je les connais pas, les raisons de l'annulation. Je pense qu'il y a de l'épuisement dans notre secteur, que la compagnie d'Azad Shamiri iranienne était partie pour ne pas arriver du tout, puisque en fait elles avaient un vaccin, les comédiennes, qui n'était pas reconnu en France. Puis finalement on a réussi à tout débloquer. Mercedes Dacier était très motivée et elle a annulé pour des raisons médicales, mais on n'a jamais vraiment su. Je pense que ça raconte juste l'épuisement et la difficulté de voyager aujourd'hui avec des groupes d'artistes. Petite respiration et on poursuit cette émission sur RGB sur le 99.2 FM. Point commun, l'émission sur Radio RGB 99.2 et sur radio-rgb.net. Les artistes en résidence. Bonjour Naïssam Jalal. Bonjour. Nous allons parler d'un spectacle que vous allez proposer prochainement à l'affiche de Point commun, la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, les samedis 26 mars à 18h et dimanche 27 mars à 17h au Théâtre 95 à Cergy. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, d'abord annoncer le titre de ce spectacle. Alors j'ai du mal à qualifier concert ou spectacle pour vous ? C'est un concert. Rituel de guérison, rituel au pluriel, somptueux baume musical que vous allez nous proposer, que vous allez nous offrir pour ceux qui seront en salle pour découvrir cette création. Je dois dire en préambule que vous êtes à la fois artiste en résidence à Point commun et à la Fondation Royaumont pour la période 2021-2023. Nouvelle création dans votre parcours qui intervient à un moment où, oui, nous avons sacrément besoin d'un baume musical. Lié à la période qu'on vient de vivre durant ces 2 dernières années avec la pandémie mondiale liée à la Covid-19, mais également aujourd'hui, depuis plusieurs jours, avec ce climat de guerre qui sévit en Ukraine. Ce beau musical est encore plus indispensable dans une période comme celle-ci ? En fait, moi, j'avais pas prévu que le Covid arrive quand j'ai commencé à écrire cette musique. Oui. C'est le résultat d'un cheminement personnel et d'une recherche musicale, en fait, sur le lien entre la musique et l'invisible, sur le lien entre la musique et le corps, sur le lien entre la musique et le silence, la musique et la transe, sur le lien entre la transe et la guérison, sur le lien entre la guérison et la spiritualité. Donc voilà, en fait, c'est tout un cheminement qui... Le déclencheur, je crois savoir que le déclencheur a été un séjour, comme vous avez passé pendant plusieurs semaines à l'hôpital, et dans ces moments-là, vous avez vous-même vérifié la puissance de la musique, justement, puissance curative de la musique. Complètement. Je pense que la musique est l'art par excellence pour entrer en connexion avec l'invisible, et donc avec l'esprit, et donc aussi avec, je pense, on peut pas guérir son corps sans avoir une action de l'esprit. Vous avez dit, je pense que la musique peut faire du bien, et faire du bien, c'est une manière de soigner, d'où ces rituels de guérison, une musique sincère, tendre, intense, capable de soigner nos blessures les plus profondes. Et c'est là où j'en viens effectivement. J'ai bien compris que les événements actuels n'ont pas interféré dans votre création, sauf que cette création prend un effet encore plus indispensable, peut-être encore aujourd'hui, non ? Ça, c'est pas à moi de le juger, c'est plutôt aux gens de le savoir. C'est les gens qui viendront au concert, qui verront. C'est pas à moi d'en juger. Moi, je suis pas quelqu'un qui va faire
un projet musical pour profiter d'un moment difficile que les sociétés sont en train de traverser. Moi, c'est pas du tout ça que je fais dans la vie, quoi. En même temps, votre travail, pour les précédentes créations, il était question de travailler sur l'altérité, de travailler aussi sur les frontières, sur le décloisonnement, sur, vous disiez vous-même, l'autre existe, il faudra apprendre à vivre ensemble. C'est ce qui a guidé d'ailleurs la création de votre groupe, votre quintette, Rhythm of the Resistance. Oui, et puis là, surtout d'un groupe de hip-hop qui s'appelle Al-Akharin, avec qui j'ai joué cet été, l'été dernier à Point Commun. Qui veut dire les autres, je crois. Hein. Qui veut dire les autres, exactement. Et ce qui est sûr, c'est que ma vie personnelle, nourrit ma création musicale. Donc forcément, ce qui se passe dans ma vie, que ce soit intime, que ce soit personnel, que ce soit politique, que ce soit sociétal, que ce soit ce qu'on veut, ça a un impact sur mon expression musicale, c'est évident. Je crois que votre dernier disque, justement, je faisais référence à ce qu'on vient de dire aussi. La mort plutôt que l'humiliation, je dis le titre en français, vous le dites vous dans votre langue, c'est Al-Mot Wala Al-Mazala. Alors en arabe, Al-Mot Wala Al-Mazala, effectivement, ça veut dire la mort plutôt que l'humiliation. C'est un album que j'ai sorti en 2016. Et ça fait référence aux morts de la révolution syrienne. Voilà, et entre-temps, j'ai sorti 5 disques. Cependant, si je fais référence à ce disque en particulier, c'est qu'en ce mois de mars 2022, il y a eu ces derniers jours, je crois que c'était hier ou avant-hier, une manifestation de soutien au peuple ukrainien à Idlib en Syrie. J'imagine qu'un événement comme ça a une résonance tout particulièrement chez vous. En fait, ce mois-ci, on célèbre ou on commémore les 11 ans de la révolution syrienne. Les Syriens ont rêvé d'un monde meilleur, d'un monde libre, d'un monde digne, en tout cas d'une société syrienne libre et digne, dans laquelle ils pourraient vivre sans dictature, sans corruption. Le gouvernement syrien a assassiné son peuple, a ruiné le pays, a bombardé les Syriens avec l'aide plus que nécessaire du gouvernement russe, de Poutine. Et j'ai vu en ligne des vidéos promotionnelles de l'armée russe filmées dans les décombres des villes en ruine pour promouvoir leurs armes de destruction massive. Et personne n'a rien fait. Et les Syriens n'ont pas attendu que les Européens se sentent concernés par l'Ukraine pour faire des manifestations en solidarité avec l'Ukraine. Depuis 2014, les Syriens manifestent en solidarité avec l'Ukraine. Naïssa, On est en 2022, ça fait 8 ans. Donc, 8 ans pour l'événement en Ukraine, les premiers événements 2014, en effet, mais ça fait 11 ans par rapport au début de la guerre en Syrie, en mars 2011. Alors, oui, cette musique que vous allez nous proposer, est-ce que je peux dire que cette musique, au-delà d'être des rituels de guérison, c'est une manière aussi de nous évader ou de donner un peu plus de sens au mot liberté? Non, c'est une forme de faire du bien. Puisque de toute façon, on n'a pas grand-chose qu'on peut faire, puisque de toute façon, les politiciens nous ont confisqué notre marge d'action, et bien au moins, on peut encore se faire du bien. Et ça, c'est déjà hyper précieux. Dans la presse, Jazzmag a dit de vous, Naïssa Mjalal est une figure essentielle de la scène hexagonale. C'est tout un monde habité par les rythmes, des mélodies et des voix qui se nourrissent d'influences puisées par-delà des mers, les océans, pour qui sait rêver d'un continent unique aux frontières ouvertes, perméables et mouvantes, aux identités multiples et choisies. Ça, c'est une critique de presse parue dans Jazzmag de février 2021 pour saluer effectivement la place que vous avez dans le jazz français. C'est une reconnaissance. Vous avez été primé aux Victoires du Jazz en 2019, nominé aux Victoires du Jazz en 2021 en tant qu'artiste instrumentiste. Est-ce que ce type de reconnaissance est importante pour une musicienne comme vous? Je pense que c'est important, bien sûr, pour n'importe qui d'être reconnu dans le milieu dans lequel il travaille. Un ouvrier qui travaille à l'usine, quand on lui dit que son travail est bien fait, c'est hyper important. Et un musicien, quand on lui dit que son travail est bien fait, c'est aussi hyper important. C'est humain d'avoir besoin de la reconnaissance de ses pairs.
Vous allez retrouver sur scène Claude Chamichian à la contrebasse. Je crois que vous avez eu l'occasion déjà de travailler avec lui. Et à l'occasion du concert, des concerts qui seront présentés à Cergy-Pontoise, il y aura Clément Petit au violoncelle à ses côtés, Zaza Desiderio à la batterie. Peut-être quelques mots à propos de vos musiciens qui participent à cette création à vos côtés. Ce sont des musiciens magnifiques, talentueux, sensibles, perfectionnistes. C'est hyper agréable de travailler avec eux. À la fois parce que ils sont capables de mettre totalement et pleinement leurs compétences et leur qualité musicale au service du discours qu'on porte ensemble. Et à la fois parce que ce sont des personnes adorables avec qui il est très très agréable de passer du temps. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes donc, je disais, musicienne, flûtiste, compositrice et chanteuse, et que ces deux concerts auront lieu le samedi 26 mars à 18h et le dimanche 27 mars à 17h au Théâtre 95 à Cergy. Comment se passe cette résidence d'artistes, tant à Cergy-Pontoise qu'à la Fondation Royaumont sur le Val d'Oise pour vous? Ça se passe très bien. J'ai des moments de résidence où je suis sur place et des moments où je suis pas sur place. Il y a des moments pour répéter, il y a des moments pour rencontrer les publics, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, que ce soit en milieu scolaire ou en maison de quartier. On a des moments de présence sur le territoire pour créer la musique et la partager avec les gens. Et ça, c'est hyper chouette. Que dans un processus de création, c'est une grande liberté, c'est une grande chance aussi. Oui, en fait, c'est une chance parce qu'il y a des moyens qui sont mis à disposition pour la création. Mais moi, j'ai pas attendu d'avoir des moyens pour créer. Heureusement, on est tout le temps dans la création, même quand on n'a pas les moyens. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus agréable de le faire avec les moyens qu'il faut, que ce soit des moyens financiers ou des moyens logistiques ou des moyens d'accueil. C'est évidemment une grande chance. On rappelle donc à nos auditeurs que ces concerts, ce rituel de guérison, vous les voulez avant tout et sûrement pour nous aider effectivement. Je parlais au début de notre entretien d'un véritable baume musical, c'est-à-dire pour finalement notre bien-être à chacun et à tous. Oui, exactement. C'est vraiment ça. C'est vraiment se faire du bien. Si vous aviez en une phrase à définir votre musique qui est souvent, on va dire, une forme de passerelle entre les musiques extra-occidentales et la nature hybride du jazz, est-ce que cette présentation est suffisante ou vous souhaitez plutôt la présenter sous une autre forme ? Non, c'est très bien. Nous allons retenir ça. On vous attend avec impatience le samedi 26 mars à 18h, le dimanche 27 mars à 17h au Théâtre 95 à Cergy, à l'affiche de Point commun, nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise pour ces rituels de guérison où nous serons nombreux à apprécier effectivement votre présence à cette occasion. Merci à vous, Naïs Amjalal. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Le temps fort, art et humanité. Pour cela, nous allons en parler tranquillement avec Maude Lucas, chargée des relations avec les publics à Point commun. Alors, plusieurs spectacles, il y a 6 spectacles et 2 concerts à évoquer à la programmation de cet événement, temps fort qui marque la saison à la scène nationale Point commun. Commençons par Quasi, comment dit-on ? Quasi. Un spectacle qui sera présenté pour la première fois en France. C'est une création qui nous vient d'Iran. Quelques mots à propos de l'autrice et metteuse en scène. Effectivement, Azadeh Shamiri, donc, pour sa dernière création, elle part d'un matériau, d'un film documentaire qui a été tourné dans un café de Téhéran et en farsi, les comédiens et comédiennes, ils nous livrent un aperçu de la vie en Iran d'aujourd'hui, dans un entremêlement d'histoires et de récits autobiographiques ou non. Et finalement, en se servant des fragments du film, elle arrive à nous donner un aperçu, par fragment également, de ce que c'est que vivre en Iran aujourd'hui. Alors, vivre en Iran, ça veut dire aussi une manière de dévoiler un peu ce que représente la force de la résistance. On est vraiment dans les propos de art-humanité et aussi peut-être souligner au travers de ce travail qu'un autre monde est possible, si j'ai bien compris. Oui. Nous avons Immaterial Descendance de Vénouri Pereira, chorégraphe et performeuse. Et là, elle interroge les transformations que nous traversons avec les rites du passage. Peut-on préciser de quoi s'agit-il ? Effectivement, c'est aussi sa dernière création. Vénouri Pereira, elle vient du Sri Lanka et c'est vrai qu'elle s'interroge dans son dernier spectacle sur ce que c'est que les rites de passage dans le sens de transformation d'un état social ou sexuel à un autre. Et dans ce spectacle-là, justement, ces transformations, elles viennent aussi questionner un petit peu cette idée d'identité et d'héritage. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas. Et concrètement, c'est aussi montré par le tissu. Elle va danser avec ces tissus qui, questionnent tout ce qu'on vient d'évoquer ensemble. Et quand on parle de rite de passage, ça peut être tant le statut social que le statut sexuel. Sexuel, oui, la puberté, aussi l'identité. Comment est-ce qu'on arrive à se transformer d'une identité à une autre. Donc c'est tout ça qu'elle interroge. 2 représentations, le vendredi 18 mars à 19h, le samedi 19 mars à 17h au Théâtre 95 à Cergy. J'ai oublié et omis de dire que Quasi, la création qui nous vient d'Iran, sera représentée au Théâtre des Louvrais à Pontoise le jeudi 17 mars à 20h. Ensuite, nous avons Mascarade. Alors là, on est à la rencontre d'une divinité africaine, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est Mami Wata. Donc c'est Betty Chomanga qui est franco-camerounaise qui s'est interrogée sur cette figure-là, une figure de la religion vaudou qu'on connaît peut-être assez peu, mais qui en tout cas avec toute cette démarche autour des sorcières, etc., qui est en train, on est en train vraiment de la découvrir. Mami Wata, c'est un peu une sorte de sorcière, je l'ai dit, mais aussi de sirène, sauf que on a oublié malheureusement le côté dangereux que peut avoir la sirène. Et Mami Wata, on est sur cette question-là. D'une figure féminine qui est à la fois symbole de beauté mais de danger, de mort et de désir. Et c'est tout ça, toute cette identité et cette figure africaine qu'elle vient nous proposer. Oui, associée à la fois à la séduction, ça c'est le positif, mais aussi également à la mort sur les bas-fonds de l'humanité. Là, c'est moins drôle. C'est ça. Mi-gorgone, mi-sirène, si j'ai bien compris. 2 représentations pour découvrir le travail de Betty Chomanga, le vendredi 18 mars à 21h et le samedi 19 mars à 19h, cette fois-ci au Théâtre 95 à Cergy. Ensaio para uma cartofia, un spectacle qui nous vient du Portugal, j'espère avoir bien prononcé, sinon Maude va s'en charger. Oui, cartographia, je crois. J'ai dit je sais plus, mais donc cartographia. Ensaio para uma cartografia. C'est ça. J'ai dit. Après, je ne parle pas. Donc, mise en scène par Monica Calais. C'est ça. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, cette fois-ci, sur le plateau, elles sont 12 femmes de 22 à 55 ans qui, finalement, nous montrent, à force d'essayer encore et encore, en fait, elles essayent de danser le boléro de Ravel, elles essayent aussi de jouer la symphonie de Beethoven, et finalement, ça devient une allégorie de la vulnérabilité
face à l'existence qu'on peut avoir. Parce qu'à la base, elles sont ni danseuses ni musiciennes. Exactement. Mais voilà, elles nous prouvent que finalement on y arrive et que chaque corps peut danser, peut en tout cas faire de la musique. Et elles sont aussi nues sur scène pour vraiment montrer que finalement on est un petit peu vulnérable face à l'existence, mais qu'on peut y arriver, en tout cas à force d'essayer. Allégorie de la vulnérabilité, je serais tenté de dire allégorie plus généralement de la vie, tout simplement. C'est ça. Hein, donc ça, c'est pour le samedi 19 mars à 21h au Théâtre des Louvrais à Pontoise. Là, en direction du Pays-Bas, ou des Pays-Bas, White Cube, par Renzo Martens. Un spectacle à découvrir donc au Théâtre 95 à Cergy. Alors là, on part d'une histoire d'artiste planteur au Congo, c'est ça ? Oui. Alors c'est un film, effectivement, qui suit Renzo Martens, qui en fait elle est à la rencontre à la base de planteurs, effectivement, au Congo, qui se sont fait un petit peu spoiler leur terre par une grande multinationale qui vendait de l'huile de palme. Unilever, je crois. Oui, c'est ça, effectivement. Et en fait, à leur contact, ils se sont dit, on va se transformer en cercle d'art. Et nos sculptures vont notamment nous permettre de financer et de se réapproprier les terres qu'on nous a finalement volées. Ça, c'est un film documentaire de deux projections. Mercredi 23 mars à 18h, jeudi 24 mars à 20h au Théâtre 95 à Cergy. Avec, j'évoquais les Pays-Bas, à nouveau avec Jezebel de Cherish Menzo. Oui. Alors on continue forcément sur l'évocation des figures féminines. Cette fois-ci, alors je ne sais pas si vous connaissez les vidéos Vixens, c'était ces femmes noires qui étaient dans les clips de rap des années 80-90 aux États-Unis, hyper sexualisées, un petit peu bling bling, vraiment un corps juste qui est là pour un petit peu faire joli pendant qu'on rappe à côté. Et forcément, Cherish Menzo, elle se réapproprie ce corps-là, elle se réapproprie cette image-là, en twerkant, en dansant, mais vraiment, l'idée c'est de cette hypersexualisation-là du corps féminin et du corps féminin noir, en fait, je vais le récupérer. Et je vais en faire un spectacle. Alors, en twerkant, je rebondis évidemment, c'est une forme de nouveau féminisme, forme d'ode viscérale à l'émancipation. Et c'est l'occasion de twerker, si j'ai bien entendu. Oui, en tout cas, elle twerk, après, libre au public de twerker avec elle ensuite. Détournement de la Jézabel biblique, séductrice et symbole de luxure, donc à découvrir là à deux occasions. C'est un solo en danse, si j'ai bien aussi saisi la présentation. Vendredi 25 mars à 19h, samedi 26 mars à 21h, et c'est au Théâtre 95 à Cergy. Il nous reste à découvrir un autre spectacle de danse avec Diana Even. Et là, on est dans un détournement violent du mythe d'Artémis, déesse de la nature. Oui. Que dire de plus ? Déesse de la chasse et de la nature. Et de la chasse, ah oui, tiens donc. Et effectivement, c'est aussi sa dernière création et une première en France. Effectivement, au début, on assiste à la mise à mort un petit peu symbolique d'Artémis par une flèche. Et en tout cas, tout le spectacle se propose des variations de cette déesse-là, avec des danseurs et des danseuses et aussi des chanteurs et chanteuses polyphoniques. Avec, on ne l'a pas précisé, c'est Kat Valastur, artiste qui nous vient de Grèce, qui nous présente pour la première fois en France ce spectacle. On finit par un superbe concert de Bonga, un chanteur et musicien iconique qu'on connaît depuis bien des années, qui est une figure de l'exil au moment de la lutte pour l'indépendance de l'Angola. C'est un artiste, je crois qu'il est aujourd'hui en France. Il me semble qu'il est exilé en France depuis bien des années. 400 chansons à son répertoire, 32 albums édités. Et la rage contre les inégalités ne l'a jamais quitté. Mais aujourd'hui, il transforme cette rage en douceur mélancolique, puissante et pleine d'émotions. Et quand on parle de l'exil, cette figure emblématique de l'exil qu'est Bonga résonne avec nos actualités du jour.
Oui, tout à fait, mais c'est aussi une belle manière de clôturer ce festival-là en musique et comme vous dites, un petit peu aussi en douceur. En douceur, autour d'un folklore anglais, fado portugais, rythme brésilien et capverdien. Ça, c'est la musique qui l'a inspiré depuis bien longtemps. J'ai découvert d'ailleurs, en préparant cette émission, qu'il a profité de son statut d'athlète de haut niveau comme champion du monde du 400 mètres pour lutter clandestinement pour l'indépendance de son pays, il y a de cela bien des années. Et c'est intéressant de voir son parcours d'artiste pour un athlète qu'il était dans sa première vie. Voilà qui est dit, et ce concert aura lieu le dimanche 27 mars à 19h au Théâtre des Louvrais à Pontoise. Merci Maude. Est-ce que vous connaissez Moulemba Shangola? Moulemba Shangola. Everybody singing, come on. Moulemba Shangola. Moulemba Shangola. Ay, 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 ay. Moulemba Shangola. Kasonzo wa bishile. Meneke no kuwe. Kubanda kwa mushima. Meneke no kubanda. Mene. Moulemba Shangola. Ay, 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 ay. Moulemba Shangola. Moulemba Shangola. Are you well, Rwanda? Are you well, Bola? Are you well, Bahia? Point commun, l'émission sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Point commun et ses partenaires. Art et Humanité, c'est aussi ces partenariats, en particulier pour ce qui va suivre avec CY, Cergy Paris Université, Elisabeth Auclair, maîtresse de conférence, HDR pour habilitation à diriger les recherches, et tout cela donc à l'université de Cergy-Pontoise. Peut-être Elisabeth Auclair nous rappeler l'intérêt ou voir le but de ces rencontres débats qui font le lien avec la programmation très directement de Point commun entre artistes et chercheurs. Oui, merci José. Ce séminaire qui a été développé il y a 4 ans, on a eu effectivement des petits aléas en raison de la pandémie, mais on a réussi à tenir ce programme pendant 4 ans et c'est un élément très important pour nous. Alors, je dis nous parce que c'est quand même Anne Herzog qui est vraiment la cheville ouvrière de ce projet, avec lequel je travaille avec elle, mais elle est très, très investie. Elle n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'elle est dans un autre colloque, mais oui, c'est un travail qui est intéressant de faire dialoguer des chercheurs en sciences humaines et sociales avec des acteurs, des comédiens, des artistes. Et pour nous, ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir discuter d'enjeux politiques, d'enjeux sociaux, enfin, ce qui correspond bien aux humanités. Et on n'est pas dans un master, donc on a beaucoup d'étudiants qui suivent ce séminaire. C'est ouvert évidemment au public, bien plus au-delà de nos étudiants. Mais nos étudiants sont dans un master de développement culturel et valorisation des patrimoines. Donc ce ne sont pas des personnes qui sont sur des études théâtrales. Donc les séminaires n'ont pas pour objet de décortiquer les œuvres d'art, mais vraiment de voir comment les artistes se saisissent d'enjeux sociaux, d'enjeux politiques pour pouvoir aussi ouvrir sur des problématiques qui ne sont pas forcément celles qu'on aborde habituellement dans le master. Thème rassembleur, s'il en est un, penser le monde avec ces rencontres débats, vous l'avez précisé, ouverts à tous et à toutes, au-delà des étudiants, c'est important de le préciser, c'est-à-dire tous ceux qui ont l'habitude de fréquenter la scène nationale et même ceux qui vont découvrir cette proposition d'art humanité sont les bienvenus, si j'ai bien compris. Absolument. 4 rencontres, alors on va se les présenter très succinctement, très rapidement. La première, art, développement et justice spatiale en situation post-coloniale. Le même principe, un créateur, un artiste et un chercheur, voire une chercheuse, voire peut-être plus, pour en débattre.
Voilà, donc ça dépend des séances. Chaque séance, enfin chaque année, le programme est différent, donc les configurations sont différentes. Et là, pour chaque spectacle, la configuration est aussi différente. Donc là, on a donc le jeudi 17 mars ce séminaire donc art, développement, justice spatiale en situation postcoloniale. Donc avec un débat qui va se tenir entre l'artiste Renzo Martens, donc qui fait donc comme Maud l'a expliqué des films documentaires qui dénoncent les inégalités sociales, la pauvreté, certains gouvernements, et une chercheuse, Maya Gattas, qui est donc chercheur associée à l'université de Panthéon et qui est géographe. Et donc c'est intéressant parce que pendant tout ce séminaire, en fait, la plupart des chercheurs sont des géographes qui travaillent sur ces enjeux culturels et politiques. Et là, cette rencontre débat s'appuiera sur la projection du film White Cube, qui sera suivi d'un débat, et cela au cinéma Utopia Stella, situé sur la commune de Saint-Ouen-l'Aumône. Deuxième rencontre débat, fragment de vie, vie en fragments dans la société iranienne contemporaine, même principe entre créateurs et chercheurs. Donc là, il s'agit de débattre autour de l'œuvre d'Azadeh Shamiri, qu'on aura vue précédemment. Donc cette pièce de théâtre qui parle justement de la vie, des conditions de vie en Iran, cette société fragmentée. Et là, pour ce séminaire, on aura deux chercheuses, Azadeh Kian et Benaz Khosravi, qui, là, pour le coup, sont sociologues et qui travaillent sur les questions, donc sociologues, donc questions de genre, questions d'identité individuelle et la place de la femme dans la société, mais aussi avec toujours un peu l'idée de ces modalités de résistance par l'art et par un certain nombre de modalités de comportement permettant de trouver une place dans cette société. À partager cette rencontre le vendredi 18 mars de 14h à 17h, ce sera à l'École nationale supérieure d'art Paris-Cergy, c'est sur Cergy Préfecture. Pouvoir de la danse, pouvoir par la danse, thème de la troisième rencontre. Et là, pareil, même principe, on s'appuie sur le travail programmé dans le cadre de Art et Humanité avec une chercheuse, je crois. Deux, même. Alors, pour le 31 mars, voilà, donc c'est autour du travail de Monica Kahl qui a été présenté tout à l'heure, Ensayo para una cartografia. Et donc là, on a donc pour le coup là deux géographes, donc Pauline Boivino, qui est maître de conférence en art du spectacle, et Natacha Gourland, qui est doctorante en géographie à Paris-Est. Et donc là, ça sera, comme le lendemain, ça sera deux séances qui vont porter beaucoup sur la danse, puisque les deux spectacles auront lieu sur la danse. Donc là, c'est le pouvoir de la danse, le pouvoir par la danse, et l'idée de voir comment, par la danse, on peut travailler sur l'émancipation, comment on peut, à travers la danse, exprimer un certain nombre de positionnements dans la société aussi. Pouvoir de la danse, pouvoir par la danse, rencontre à partager le jeudi 31 mars de 14 à 17h au Théâtre 95, Cergy Grand Centre. Et enfin, la quatrième de ces rencontres débats, le corps, outil politique, proposé le vendredi 1er avril au Théâtre 95 à Cergy Grand Centre. Là, se rencontre avec Vénérou Pereira, c'est ça, et Rachel Borghi. Voilà, donc là aussi une discussion, des échanges à partir de la pièce de théâtre Immatériel qui aura été vue aussi par on espère par le maximum de personnes, sur le sujet « Le corps comme outil politique » avec une chercheuse, Rachel Borghi, qui est enseignante en géographie sociale et culturelle à Paris-Sorbonne. Et donc là encore, le séminaire questionnera le corps, ses transformations, ses métamorphoses et parfois aussi la manière de s'adapter aux normes sociales, culturelles et la violence que ça peut comporter et comment on peut aussi résister par la danse. Merci Elisabeth Auclair. Je précise à ceux et celles qui nous écoutent que ces rencontres débats sont ouvertes à tous les publics, à tous et à toutes. Si vous avez ce brin de curiosité, on vous y invite fortement. Et vous avez entendu que ça se déroule dans différents lieux de l'agglomération, au cinéma Utopia à Saint-Ouen-l'Aumône, à l'École nationale supérieure d'art Paris-Cergy sur Cergy Grand Centre et au Théâtre 95 à Cergy Grand Centre également.
Peut-être un mot de précision ou de conclusion sur le sujet, Ferial Bakouri. Venez. Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Le temps fort, art et humanité. Bonjour Jérôme Bell. Bonjour. Nous allons parler ensemble du spectacle Danse pour une actrice avec Valérie Dréville. Et donc spectacle de danse, mais je me suis laissé dire que vous étiez un pionnier de la non-danse. Alors, rassurez-moi. Oui, non, vous n'avez pas des bonnes informations, très cher. Hein. La non-danse, je ne sais pas ce que c'est moi-même. C'est une de vos confrères du Monde qui un jour, je ne sais pas quoi, s'était mal réveillé et a fait un article en disant que ce que je faisais, et d'autres d'ailleurs, était de la non-danse. La pauvre, bon, voilà, ça arrive à tout le monde de dire des bêtises. Non, la non-danse, je ne sais pas ce que c'est moi, donc alors vous allez nous parler de Valérie Dréville, actrice donc que vous avez choisie pour cette création, non pas pour ses rôles qu'elle a l'habitude de présenter dans le cadre du répertoire théâtral, mais pour incarner, incarner, le mot me semble juste, pour certaines danses de la modernité chorégraphique. Comment saisit-on sur scène une actrice pour en faire effectivement une création autour de la danse? Bon, l'idée c'était d'essayer de dépasser le côté formaliste de la danse. Beaucoup de gens pensent que la danse c'est faire des mouvements très bien. Or ça, c'est ce qu'on appelle la gymnastique. La danse, elle a d'autres enjeux et elle active aussi l'imaginaire, ce qu'on appelle l'imaginaire. Je peux lever le bras simplement en pensant aux muscles et aux os qui s'alignent ou qui se déplacent. Et je peux aussi lever le bras en pensant que je m'envole, par exemple. Vous voyez ? Donc je rajoute de l'imaginaire au mouvement, et ça c'est la danse. Enfin, c'est ce que je crois qu'est la danse. Et donc, ce qui m'intéressait avec l'actrice, parce que l'actrice, elle, c'est son travail d'avoir un rôle, et elle a un texte avec un personnage, et elle va essayer de rendre ce personnage vivant au moyen de son imaginaire. C'est-à-dire, elle va croire à des choses qu'on ne va pas voir en tant que spectateur, mais qu'on va sentir, et qui vont modifier l'actrice, et qui vont faire de telle manière qu'on va croire à ce qu'elle fait, que ça va être, j'allais dire plein, mais c'est pas mal en fait. C'est comme si on remplissait, oui, c'est pas mal ça. On remplissait l'interprète de quelque chose. Or, moi c'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire que j'ai demandé à cette actrice, qui est une actrice extrêmement douée, que vous avez découvert, je crois, sur scène il y a une trentaine d'années. Vous aviez eu comme un coup de foudre? Ah non, mais c'est plus qu'un coup de foudre. J'étais tétanisé, je ne pouvais plus parler, je savais plus ce qui se passait. C'est quelqu'un qui arrive... Juste pour nos auditeurs, je crois que c'était sur une pièce de Claude Régis, parce qu'elle a travaillé avec d'immenses metteurs en scène français comme Antoine Vitesse, comme Claude Régis justement, ou bien Anatoly Vassiliev. Et ce travail-là, proposé par ces metteurs en scène, vous a effectivement c'était fulgurant pour vous. Moi, je l'ai rencontré dans un spectacle extraordinaire qui était un spectacle de Claude Régis. Et ensuite, j'ai continué à la voir, et dans des spectacles qui étaient beaucoup moins fulgurants pour moi, qui m'intéressaient beaucoup moins. Eh bien, si vous voulez, elle a une capacité à rendre vivantes les choses sur scène qui est unique. Et donc, moi, je lui ai proposé, à la place d'interpréter des personnages de théâtre, d'interpréter des danseuses. Et donc, à la place de lui montrer des textes,
je lui ai montré des vidéos de danse qui sont sur YouTube, que tout le monde peut voir. Et on a commencé en se disant, mais bon, j'ai dit, qu'est-ce que tu peux en faire de ça? Et il y avait des choses qui lui parlaient, disons, qui étaient éloquentes pour elle, et qu'elle a non pas imité, parce qu'évidemment c'était impossible, puisque Valérie, elle n'est pas danseuse, mais par contre, ce que je voulais l'intuition que j'avais à l'époque, et qui s'est confirmée, c'est qu'elle s'inspire de ce qu'elle ressentait, et qu'elle puisse le métaboliser pour elle-même. Oui. Je vais m'appuyer sur les propos de mes confrères de la presse écrite en Suisse, Le Temps, Alexandre Demidov, qui dit la chose suivante concernant cette création, parce qu'il a pu la découvrir, lui, avant nous. Jérôme Bell offre à la comédienne Valérie Dréville une randonnée dans le sillage des artistes qui ont libéré au XXe siècle la danse de ses obligations mondaines, qui en ont réécrit la grammaire et l'épopée, qui l'ont imposé comme un art de la présence et plus seulement une démonstration de virtuosité. Il a vu juste. Oui, absolument, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal dit. Effectivement, c'est un peu ça qui se passe. C'est grâce à elle, je l'utilise comme un outil pour effectivement démontrer ce dont je parlais au début de notre entretien. Oui, c'est ça, exactement. Et toutes ces grandes créatrices, parce que ce qui est intéressant dans la danse, c'est que les plus grandes artistes sont des femmes, cette chance-là dans ce champ-là, et qui ont bouleversé les choses, qui ont été des pionnières toutes à leur époque. Et vous pensez par exemple à Pina Bausch? Il y a Pina Bausch, il y a il y a Simone Forti, il y a des gens comme Isadora Duncan, oui absolument. Pina Bausch étant la plus célèbre actuellement, effectivement. Et à juste titre, qui a fait des spectacles extraordinaires. Et donc, il y a une sorte d'histoire de la danse, comme le décrit le journaliste suisse, que j'ai fait partager d'une certaine manière à Valérie. C'est-à-dire qu'elle connaissait certaines choses, plus ou moins bien, et je lui transmettais le contexte historique, qui étaient ces femmes, pourquoi elles avaient fait ça, à tel moment, etc., les problèmes qu'elles avaient eus, et Valérie s'en est servie pour, à son tour, incorporer, si vous voulez, ses chorégraphes, mais aussi ses danseuses. Voilà. Si je comprends, sur scène, elle se contente d'être elle-même fort de ce matériau, de ces consignes, de ces notes d'intention que vous lui avez proposées. Oui, comme toujours. Enfin, je dirais, elle peut pas jamais, aucune actrice, aucun acteur ne peut faire l'économie de soi-même. Ça va être tout le temps une négociation entre elle, et en l'occurrence dans ce spectacle, entre Valérie et les personnages ou les modèles. Hein, c'est toujours cette tension-là. Valérie a à mon avis, ce qui fait sa force, c'est qu'elle a une faculté quand même à disparaître. C'est-à-dire qu'elle-même, on dirait, elle arrive à se vider, si vous voulez, et à remplir son corps, son esprit, oui, d'un maximum de choses externes à elle, et ce qui lui donne, à mon avis, cette puissance. Quand on parle de modernité chorégraphique qui ont marqué le XXe siècle, vous pensez aussi, et je pense que le travail se découvre aussi sur scène, à la référence indispensable du japonais Kaozo Ono. Alors, en travaillant, on s'est aperçu qu'il y avait une des grandes figures auxquelles je n'avais pas pensé, qui est le chorégraphe japonais qui est mort il y a quelques années, une dizaine d'années, à l'âge de 104 ans. Oui, en 2010. Très bien, exactement. Et lié son travail, juste aussi pour nous aider à la compréhension, son travail étant lié profondément à l'art du buto. Voilà, donc lui, il fait partie d'une des modernités en danse du XXe siècle, qui est celle qui est la japonaise.
Et il y a quelques personnes à Tokyo qui vont inventer une danse tout à fait nouvelle, qui repose toujours évidemment sur des principes différents de ce qu'il y avait avant. Et on s'est aperçu avec Valérie que la question principale était la question de l'imaginaire, puisque ce danseur, par exemple, a dansé jusqu'à l'âge de 100 ans. Donc vous comprenez que les forces de sa danse, elles étaient bien moins physiques que mentales, en fait. Ouais, d'ailleurs, lui-même disait, avant de recourir aux techniques, vous devez prendre en compte la question de la pensée, de l'esprit. Voilà. Ça veut dire qu'effectivement, on est dans une toute autre dimension dans ce rapport à la danse. C'est ça, exactement. Et c'était ce que, d'une certaine manière, je voulais prouver avec ce spectacle. Et donc ça a été ça a été quelque chose d'absolument merveilleux avec Valérie de tout d'un coup s'approcher de cette ce qu'il appelle technique, de sa manière d'envisager la danse, et qui était encore plus proche de la pratique de l'actrice Valérie Dréville. Ouais, se concentrant plus sur le spirituel que sur justement les techniques. Exactement, vous avez tout compris. Ouais. Alors, pour conclure notre entretien, parce qu'il pourrait durer davantage et le temps m'est compté, alors juste pour inviter nos auditeurs à découvrir votre nouvelle création, Danse pour une actrice avec Valérie Dréville, juste pour les non-initiés au spectacle vivant, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les inviter à venir découvrir votre travail ? Eh bien, que justement, nous, on reprend tout à zéro, donc on explique. Moi, je suis sur scène, j'explique pourquoi on a fait ça, parce qu'il faut dire que ce qu'on fait est quand même extrêmement expérimental. C'est vraiment faire danser une actrice, personne n'avait fait ça. Donc, je suis sur scène et on montre comment on a travaillé, les problèmes qu'on a eus, les questions qui nous sont tombées dessus, les solutions qu'on a trouvées, les dérapages incontrôlés qu'on a dû faire parce qu'on allait dans la mauvaise direction. Donc a priori, si on est un peu ouvert, on n'a pas de préjugés sur la danse, ça devrait passer et on apprend des choses. Juste pour la petite anecdote, j'ai découvert en préparant cet entretien ce que Valérie Dréville avait passé son enfance à Pontoise. Vous imaginez le symbole que cela a pour se produire sur l'agglomération de Cergy-Pontoise à l'occasion de ces représentations qui auront lieu le jeudi 31 mars à 19h30 et le vendredi 1er avril à 20h30 dans la ville voisine, au Théâtre 95 à Cergy. Voilà, et donc on commence par ça, par les cours de danse de Valérie à Pontoise, alors qu'elle était une toute petite fille qui commençait et qui n'a pas continué dans la danse. Danse classique au départ. Ah oui, bien sûr, danse classique. Donc le spectacle commence par elle qui danse, enfin s'il en reste de son apprentissage du ballet et qu'elle a effectivement acquis à Pontoise où elle est née. La forme s'efface devant le sens, c'est toute l'idée même de cette création, à découvrir donc prochainement à l'affiche de Point commun à la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise. Je rappelle les dates, le jeudi 31 mars à 19h30, le vendredi 1er avril à 20h30 au Théâtre 95 à Cergy. Jérôme Bel, au plaisir de vous rencontrer. Oui, moi aussi, je me réjouis. Merci à vous. Au revoir. Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Il est temps de conclure cette émission.
D'abord de remercier tous ceux et celles qui sont intervenus au cours de cette émission, l'ensemble de nos invités. Pour avoir plus d'informations en détail sur la programmation d'art, humanité et des spectacles présentés au cours de cette émission, je vous renvoie vers le site internet à point-commun.com, point-commun.com au pluriel, point commun. Composez le 01 34 20 14 14, 01 34 20 14 deux fois si vous souhaitez avoir des éclairages sur ce qui a été dit et sur les réservations nécessaires. Remerciements à Arnaud Vasseur qui m'a aidé à préparer cette émission, à Damien Gissa et à Claire Pipolo pour la réalisation technique aujourd'hui. Merci également à Claude Razak-Ariaza, animateur de l'émission Musique à portée de mots, qui a accepté la modification de date entre nos deux émissions pour ce mois de mars. Émission qui sera rediffusée samedi prochain. Nous serons le 19 mars de 9h à 10h du matin sur RGB, sur le 99.2 FM et sur radio-rgb.net, puis disponible en podcast à cette même adresse, mais également sur le site internet de la scène nationale à la bonne adresse point-commun.com. Votre prochaine émission avec Point Commun l'émission, c'est pour le 13 avril. Nous serons le mercredi 13 avril de 19 à 20h. D'ici là, au plaisir de vous retrouver à Point Commun, nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise. Découvrez ce festival Art et Humanité du 17 au 27 mars à Cergy-Pontoise. Spectacles, concerts, débats, expositions. Et je vous dis à très bientôt sur RGB. Point commun, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois de 19h à 20h. Coproduite par Point commun, nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale RGB 99.2. Et aussi sur radio-rgb.net. Émission animée par José Guérin, rediffusion le samedi suivant de 9h à 10h.